Alors, c'est Magdalena Ruiz Marmolejo qui va animer le panel Le parcours permanent à l'épreuve de la transversalité. Je saisis l'opportunité de cette introduction pour remercier également Magdalena de son implication, de son engagement pour la réussite de cette journée et aussi pour l'idée de proposer certains intervenants. Magdalena est donc conservatrice aujourd'hui en poste au service des musées de France au bureau de l'animation scientifique et des réseaux, où elle est la référente pour le patrimoine scientifique et technique. Et elle aussi a une expérience en différentes collections, puisqu'elle a commencé sa carrière au MNHI pour la poursuivre au Musée de l'Homme avant de rejoindre le ministère de la Culture. Je te laisse la parole, Magdalena. Merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce panel qui va traiter du parcours permanent à l'épreuve de la transversalité, un petit mot d'introduction sur le parcours permanent qui, si on reprend la définition de André Desvallées et François Mérès, est une exposition permanente, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans la durée et qu'elle est aussi considérée comme une exposition dite de référence. Donc, elle correspond vraiment à la mission du musée, à sa raison d'être. Elle est aussi associée à l'exposition dite de synthèse, c'est-à-dire qu'elle va rassembler différentes informations autour d'une thématique pour en faire justement la synthèse. Et c'est peut-être à partir de cette notion de synthèse que peut émerger la notion de transversalité. Donc pour ce panel, nous allons tout d'abord écouter Annabelle Ténez, directrice du musée du Louvre-Lens, pour son intervention sur les collections en partage. Annabelle Ténez a été formée à l'École nationale des chartes et à l'Institut national du patrimoine. Elle a commencé sa carrière en tant que conservatrice au Musée national Picasso en 2006. Puis, en 2012, elle a pris la direction du Musée d'art contemporain en Haute-Vienne du château de Rochechouart. Par la suite, elle a rejoint le musée des abattoirs, qui est à la fois un musée d'art moderne, mais aussi le FRAC, qu'elle a dirigé de 2016 jusqu'à 2023. Et donc, depuis 2023, elle dirige le musée du Louvre-Lens. Annabelle, c'est à vous. Merci à tous et à toutes pour l'organisation de cette journée. J'ai malheureusement pas pu être avec vous ce matin. Et puis aussi, merci à vous toutes et toutes pour l'ensemble des séances si fructueuses qu'on a eues ces derniers mois. Alors, je vais vous parler plus particulièrement des collections en partage au Louvre-Lens, mais c'est vrai qu'en écoutant ce que soulignait en introduction Magdalena, c'est vrai que j'ai eu pour ma part des expériences de collection et collection permanente très différentes, dont je dois dire qu'elles nourrissent aussi ma pensée et ma manière de réfléchir aujourd'hui, puisque, comme on en avait parlé précédemment, en dirigeant par exemple les abattoirs, il y avait la question de comment diriger un musée où il y a une collection de musées, une collection dite de FRAC, sachant que les deux sont complémentaires, mais aussi une collection particulière comme celle de Daniel Cordier, qui avait la spécificité d'être une collection, on va dire transversale, c'est le cas de le dire, Naturalia, objet de tous les et création de tous les continents et création contemporaine et moderne, avec cette ouverture de sa part pour qu'on puisse le mélanger aussi avec la collection. Également la question des présentations thématiques avec le FRAC, et donc cette idée aussi de comment est-ce que, je dirais que c'est l'expression que j'utilise aujourd'hui le plus, comment est-ce qu'on actualise la collection? Qu'est-ce que c'est qu'une actualisation de collection? Et quand je parle d'actualisation de collection, c'est comment est-ce qu'on respecte, analyse, regarde une collection dans son histoire, dans la spécificité qui la constitue, mais comment aussi on peut la regarder différemment à chaque période du temps, comment on peut regarder ces histoires de présentation successives afin d'écrire aussi à chaque moment du temps où l'on est quelque chose qui est aussi d'actualiste, c'est-à-dire nous dit quelque chose de différent d'elle par rapport aux enjeux contemporains. C'est-à-dire que je pense que cette histoire entre passé, présent et futur, de l'histoire de la collection, est aussi quelque chose de fondamental aujourd'hui par rapport à une forme de demande de nos visiteurs et de nos visiteuses, de demande de comprendre pourquoi les collections sont ainsi, pourquoi nous choisissons de les présenter comme ça, d'où elles viennent, quelles sont leurs histoires et qu'est-ce qu'elles nous disent pour aujourd'hui.
Et donc, je vais vous parler plus particulièrement d'une actualisation en cours de collection, puisque je vais vous parler notamment du chantier de la Galerie du Temps. Je vais partager mon PowerPoint. Vous allez me dire si vous le voyez ou pas. Alors, attendez, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Je rouvre mon PowerPoint. J'arrête le partage. J'ouvre le bon PowerPoint. Euh, euh, voilà, je partage ce PowerPoint. Euh, alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui. Donc, évidemment, aussi, ce PowerPoint, j'allais dire, ces quelques images sont des images de teasing, entre guillemets, puisque je vais vous parler évidemment de l'histoire de la Galerie du Temps et aussi de son chantier, mais il faudra attendre quelques mois pour pouvoir venir découvrir cette nouvelle Galerie du Temps. Alors, nouvelle Galerie du Temps, pas tout à fait non plus, puisqu'en fait, le principe, c'est bien sûr aussi comme je le disais, dans ces principes d'actualisation d'histoire de collection, c'est aussi de s'inscrire dans la grande histoire. Et même si elle est récente, hein, pour celle de la Galerie du Temps, elle est aussi, on peut le dire, aujourd'hui, une manière de présenter les collections qui est aussi rentrée dans l'histoire de la muséographie. Donc, vous avez quelques vues de la présentation actuelle de la Galerie du Temps, pensée dans l'architecture de Sanaa, avec la scénographie d'Adrien Gardère et évidemment cette manière de travailler sur la Galerie du Temps qui a aussi bien sûr été travaillée par l'équipe du Musée du Louvre à l'époque et du Louvre-Lens, avec notamment sous la direction du président-directeur de l'époque, Henri Loirette. Et donc avec cette spécificité très grande de la création de la Galerie du Temps, qui était l'idée de regarder autrement les collections du Louvre, c'est-à-dire notamment dans une manière de les regarder autrement, aussi bien dans la manière dont elles sont catégorisées au musée du Louvre par département, mais aussi autrement en termes de circulation et de regard du public. Alors, je pense qu'on voit particulièrement à gauche, hein, cet effet de la Galerie du Temps, qui est donc le choix d'une scénographie qui ne fait pas de séparation, d'une scénographie qui n'a pas de mur autre que les cimaises et qui ne fait aucune distinction entre qui suit un ordre chronologique, mais qui ne fait pas de distinction entre les différentes sphères culturelles, et avec cette idée aussi très forte qui est travaillée aussi bien dans le contenu que dans la manière de regarder, puisque vous voyez aussi ce qui est assez frappant et que regardent énormément les visiteurs, c'est la manière dont ces collections se prolongent dans les reflets des murs. Ça, c'est aussi une dimension qui souligne bien que cette galerie, elle est aussi conçue à la fois d'un seul tenant, plus de 5000 ans d'histoire, hein, souligné par une frise chronologique sur le côté, qui est un élément aussi important, discret, mais important de cette galerie. Et donc, de pouvoir, d'une certaine manière, lorsque l'on est en entrée de galerie du Temps, embrasser 5000 ans d'histoire et aussi embrasser 5000 ans d'histoire avec un principe de liberté de déplacement très fort. C'est ce qu'on voit aussi particulièrement dans l'image de gauche, hein, c'est-à-dire qu'elle offre une sorte de classement différencié puisque elle ne suit pas les sections des 9 départements du Louvre, mais elle les entrecroise et aussi elle propose aux visiteurs et aux visiteuses de pouvoir choisir leur cheminement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheminement fixe à l'intérieur de la galerie. Et donc, ce partage des collections, puisque c'est la nouvelle appellation que nous prenons aujourd'hui, puisque l'idée du Louvre autrement, et on peut le dire depuis le 10e anniversaire du Louvre-Lens, considéré comme atteint et réussi. Mais donc, comment est-ce qu'on partage ces collections au sein d'une même collection? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on crée une sélection d'œuvres qui, à la fois, est représentative
de ces 5000 ans d'histoire, de l'histoire des collections, du Louvre, mais aussi de l'idée de ce prolongement du regard tel qu'on le voit ici, et en gardant aussi une part importante. Je rejoins un peu mes collègues de la table ronde précédente là-dessus, avec une importance de comment le visiteur et les visiteuses s'approprient les collections et peuvent puiser et choisir à l'intérieur. Alors évidemment, le partage des collections pour la Galerie du Temps, il ne faut pas l'oublier, un des éléments fondamentaux, c'est aussi le choix de la gratuité de la Galerie du Temps. Évidemment, cette collection s'appréhende différemment pour les visiteurs et les visiteuses, notamment locaux, quand ils peuvent y venir ponctuellement au rythme qu'ils veulent, y venir et y revenir. Donc voilà une image sans visiteurs, mais on voit particulièrement bien le jeu des reflets et aussi cette manière, c'est important de le dire, sur le partage des collections, cette idée d'une vision de l'ensemble des collections d'un regard, elle est aussi travaillée grâce à un léger dénivelé de pente et de remontée vers la fin de la galerie pour avoir cet embrassement d'un coup qui permet à la fois en fait d'avoir un regard global et en même temps un regard individuel sur chaque œuvre. Donc depuis quelques années, la Galerie du Temps est travaillée aussi parce qu'il est important de rappeler la promesse originelle du Louvre-Lens, qui était un partage des collections qui évoluerait. C'est très important de rappeler que la Galerie du Temps a été conçue initialement pour avoir une part de rotation régulière tous les ans et tous les 2 ans, mais aussi avec une sorte de promesse qui était de ne pas créer une nouvelle collection fixe, mais d'avoir des moments, alors peut-être de manière très optimiste au début, tous les 5 ans, de manière peut-être plus réaliste aujourd'hui, tous les 10 ans, une rotation complète des œuvres. De telle manière que ce partage des collections, c'est aussi le partage régulier d'œuvres nouvellement venues des collections nationales pouvant être présentées avec une rotation complète. Et donc cette rotation complète, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est un travail collectif, hein, mené par l'ensemble des départements du Louvre depuis plusieurs années avec également l'équipe du Louvre-Lens, et donc avec l'idée c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un changement dans la continuité, puisqu'en fait, on garde les grands principes de la Galerie du Temps qui font son écriture, cette libre circulation, ces 5000 ans, mais avec une rotation quasi complète des un peu plus de 200 œuvres qui constituent la galerie. Donc c'est pour ça que ce partage, il peut se concevoir dans plusieurs sens, hein, c'est-à-dire partage des collections au sein des départements, partage des collections avec le public dans une vision globale, mais aussi partage régulier, renouvellement régulier du partage des œuvres, des collections nationales offertes aux visiteurs et aux visiteuses et aux populations et aux habitants proches du musée. Bien évidemment, cette galerie, elle reçoit aussi parfois des œuvres événements. Quand je dis des œuvres d'événements, c'est-à-dire des œuvres qui viennent uniquement pour quelques mois. Et ça, c'est aussi une manière de reconsidérer la galerie et les œuvres aux alentours. Et donc, ce partage des collections à ce moment-là, comme ça a été le cas cette année pour le panier de fraises de Chardin, le Trésor national nouvellement acquis, à ce moment-là, prend place au sein de la galerie dans son fil chronologique. Et il a été fait le choix cette année d'une certaine manière, pour souligner ces 2 œuvres qui viennent uniquement pour quelques mois, de les souligner par une couleur différente, donc un rouge pour le panier de fraises de Chardin et un gris pour la dentelière de Vermeer, qui a aussi une belle histoire de partage des collections, puisque dans le récit que l'on fait des collections, et notamment de cette œuvre qui est repartie il y a quelques mois, donc c'est aussi ce récit du partage des collections qui me semble important à faire avec les visiteurs.
eh bien, c'est l'idée que ce tableau, qui faisait partie de la rétrospective du Rijksmuseum, en fait, sur son chemin du retour vers le Louvre, s'est arrêté au Louvre-Lens. C'est vraiment techniquement ce qui est arrivé en termes d'organisation, mais c'est aussi un beau récit de circulation et d'explicitation aussi auprès des visiteurs de nos manières de travailler et d'expliquer ce qu'est une collection, une exposition et le temps et le transport de l'un et de l'autre. Ce qui est très important de dire, je rejoins un peu ce qui s'est dit à la précédente table ronde, mais c'est fondamental dans l'histoire du Louvre-Lens, c'est la manière dont les habitants sont les ambassadeurs des œuvres. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé de manière fondamentale, j'ose dire que c'est l'ADN complète du Louvre-Lens. Et donc, pour la Nouvelle Galerie du Temps, comme le titrait La Voix du Nord il y a quelques semaines, les habitants et les habitantes ont leur mot à dire. C'est-à-dire que dans ce partage des collections et dans ce chantier de médiation autour des collections, il est prévu, en fait, pour chaque œuvre, un cartel que l'on appellera historique, artistique, classique, écrit par les équipes couplées du Louvre-Lens et du Louvre, mais également à format égal, à manière d'écrire évidemment différente et à discours différents. Il y a un cartel identique, enfin en tout cas identique dans le format et différent dans la formule, fait par les habitants, les habitantes dans un projet collaboratif qui fait que chaque œuvre sera accompagnée d'un cartel infographique, développé, graphique, et qui en format est identique. Ça, c'est pour nous important pour montrer que le partage de la parole et la manière dont chacun peut s'exprimer sur les œuvres, même si on ne part pas du même endroit, se situe à un plan identique. Et donc, ce chantier de collaboratif autour de la médiation, pour vous donner un exemple, eh bien, puisque c'est quand même un chantier au long cours hein, qui s'est fait à la suite de la sélection des œuvres, c'est 200 personnes réparties en 20 groupes et 20 thématiques. Donc, vous voyez la diversité des personnes qui travaillent sur ces cartels collaboratifs avec l'équipe de médiation et qui chacun ont choisi une forme de thème qui se rapproche de leur propre expertise. Donc, par exemple, l'association Femmes en Avant, qui est une association de quartier de femmes de quartier de Liévin, a choisi la représentation de la figure féminine. Il y a un travail aussi de cartel dansé, ça, avec Sylvain Groux, qui est quelque chose d'assez étonnant, tout comme un certain nombre de CAP, travail fleuriste ou esthétique, ont aussi pris leur point de départ pour créer cette équivalence et qui permet aussi de dire que ce partage des collections, il se coécrit totalement ensemble. Et un dernier point avec lequel je vais terminer, mais qui me semble important et sur lequel nous allons continuer de travailler dans les prochaines années au Louvre-Lens, c'est que nous avons la grande chance d'avoir en première mezzanine, en sous-sol, des réserves visibles. Et c'est vraiment quelque chose dont on va redévelopper particulièrement la médiation, aussi dans cette idée qui poursuit d'une certaine manière le projet collaboratif, explicatif autour de la Galerie du Temps, qui est d'aider nos concitoyens et nos concitoyennes à comprendre la manière dont nous travaillons, à comprendre nos métiers, à comprendre aussi les métiers d'art, à comprendre comment se constituent les collections, de telle manière à ce qu'ils puissent s'emparer de chaque œuvre pour ce qu'ils en ressentent, ce qu'ils en comprennent, ce qu'ils ont envie d'en ressentir, mais aussi pour comprendre toujours pourquoi une œuvre est là en collection permanente. Et ça nous semble fondamental de poursuivre cette réflexion-là. Merci beaucoup. J'espère que j'ai essayé de tenir le temps. Oui, merci beaucoup Annabelle pour cette présentation. Pour la suite du panel, nous allons donc écouter Angèle Delatour, directrice des musées du Véron et du Carrois, pour une intervention intitulée Faire Monde, un parcours sous le signe de l'anthropologie sociale et culturelle.
Donc, Angèle Delatour, vous êtes titulaire d'un master de philosophie et d'histoire des arts. Vous avez d'abord travaillé comme chargée des publics au sein de différents musées et vous avez pris la direction du musée du Véron en 2015, puis celle des musées communautaires en 2021. Vous enseignez en parallèle l'histoire des arts à l'ESTUA de Angers. Et vous avez toujours eu à cœur d'avoir un questionnement plutôt philosophique et le mener également dans le monde des musées. Vous avez eu aussi une approche parfois très symbolique et mythologique lors de différents accrochages. Et vous avez aussi travaillé sur le remploi d'objets ou même la colorimétrie, la colométrie. Bonjour. Angèle, c'est Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, Angèle. Parfait. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous donner quelques informations concernant ce musée, puisqu'on est petit musée, assez loin. Donc, le musée du Véron, il se trouve à proximité de Chinon, dans une zone géographique qui se trouve à la jonction, à la confluence de plusieurs rivières, la Loire, l'Indre et la Vienne. Ça dira peut-être quelque chose à certains. Et ce musée, eh bien, il abrite des collections assez diversifiées, type un petit peu cabinet de curiosité, avec un fonds archéologique, de l'ATP, donc énormément, un petit peu d'art graphique, et puis assez récemment, une politique d'acquisition envers l'art contemporain, donc depuis 2017. En fait, assez tôt, dans les expositions qui étaient conçues, le besoin d'intégrer l'art contemporain aux collections présentées se fait ressentir dans la mesure où c'est vrai que l'art contemporain propose une vision prospective qui est extrêmement intéressante et qui invite aussi nos visiteurs à la réflexion, en plus de la mise en dialogue des collections présentées avec ces œuvres que nous avons acquises récemment. En fait, à son origine, le musée du Véron était une sorte de musée mausolée, si je peux me permettre, qui présentait ses collections par typologie, donc, et de façon chronologique également. Donc, on était vraiment sur des thématiques liées au travail des champs, à la vie rurale, à la vigne, qui est aussi une composante importante de ce territoire. Donc, en fait, cette volonté de constitution de la collection, elle est née du fait de l'installation en fait sur ce territoire d'une centrale nucléaire en fait en 1957, qui est en fait la première centrale nucléaire française. Et depuis 2015, le musée a proposé des expositions qui visent à créer un dialogue entre les collections, donc aller dans le sens de cette transversalité, et souhaite interroger le visiteur. Le musée comme lieu de débat, lieu de réflexion sur des problématiques et des enjeux actuels est au cœur de notre projet scientifique et culturel. Plusieurs expositions voient le jour. Une première autour de Max Ernst, qui est un artiste local d'importance puisqu'il a vécu 15 ans sur le territoire. Et l'idée, c'était d'évoquer justement non seulement le travail artistique de Max Ernst, mais aussi son lien en fait aux collections vernaculaires en fait du territoire, et puis le lien intime en fait qu'il a entretenu avec des habitants en fait du territoire. Une seconde exposition a vu le jour. Tout ça, ce sont des jalons en fait pour vous amener justement au parcours d'anthropologie. Donc Rabelais, qui est donc un homme de lettres et un philosophe qui imprègne très largement notre territoire. Donc une exposition qui s'appelait Rabelais, un humanisme dévoilé, qui a permis de lier en fait les questionnements de Rabelais à ceux d'aujourd'hui et à intégrer en fait une dimension philosophique de notre approche dans le parcours d'exposition. La vision de Rabelais, que vous allez retrouver en fait dans le parcours, en fait consiste à chercher le sens caché d'une œuvre ou d'un objet et à en dévoiler la polysémie. Chose à laquelle on reste vraiment extrêmement attaché. En 2019, le musée participe au plan Culture près de chez vous, on en a parlé ce matin,
le catalogue des désirs, hein, pour favoriser l'itinérance des œuvres d'art iconiques en région. Et dans ce cadre-là, le musée du Véron choisit dans le catalogue des désirs une œuvre de Max Ernst, justement, qui s'appelle Le Capricorne. Cette œuvre avait été créée par l'artiste en 1947, lorsqu'il était aux États-Unis, à Sedona. Et lorsqu'il déménage et donc vient s'installer en Touraine, il va largement retravailler cette œuvre qui donc a une histoire toute particulière aussi, donc effectivement très, très liée à ce territoire et qui en plus renvoie à cette image d'une œuvre qui traverse les frontières, un petit peu une dimension, je dirais, d'universalité, une œuvre totem. Et cette œuvre, hein, elle va faire l'objet d'une exposition qui va s'appeler donc Constellation Capricorne. Et l'idée, c'est de questionner en fait assez librement en fait cette œuvre autour notamment de la question de l'hybridation qui est centrale dans cette œuvre-là. Et bah, tout cela, finalement, ça confirme pour le musée la nécessaire intégration d'œuvres d'artistes, d'hommes de lettres notamment, qui ont établi un lien avec ce territoire. Donc j'ai parlé de Max Ernst, mais il y a aussi Calder, il y a aussi Olivier Debré, donc Rabelais, il y a aussi Yves Bonnefoy, le poète donc, contemporain. Toutes ces entités en fait vont façonner en fait ce parcours Fernande et y trouver une place particulière. Par ailleurs, les musées sont très préoccupés par la question de l'accueil en fait de tous les publics, on en a parlé, et de la dimension de care et de bienveillance envers chacun. La question de l'accessibilité des publics à des œuvres iconiques fait partie en fait de cette idée en fait de rendre l'œuvre accessible et de démocratisation culturelle. C'est pour ça que nous avons souhaité poursuivre en fait cette démarche impulsée par le catalogue des désirs. Et c'est en ce sens que le penseur de Rodin trouve sa place dans le nouveau parcours. Et puis, un musée de société doit intégrer effectivement son territoire. Je vous en ai parlé un petit peu au début, mais la nature du territoire est extrêmement importante et a été aussi très inspirante, puisque le musée se trouve dans un paysage totalement anthropisé. Il intègre en son sein en fait un espace bocagé, un espace naturel, complètement façonné en fait par l'homme, un paysage de haies, donc un paysage très, très à angle droit, je dirais. Et il y a également la présence de cette centrale nucléaire, donc d'un univers hyper technologique et en même temps d'un patrimoine Renaissance très présent, puisque sur ce territoire, eh bien, il y a énormément de châteaux et de maisons qu'on appelle gentilhommières. Donc en fait, c'est vraiment un musée qui se trouve à la croisée en fait de tous ces aspects. Et c'est dans ce sens qu'il est devenu un peu un musée du questionnement et de la considération des héritages, de la projection de ces héritages dans le présent puis dans le futur. Donc, en fait, dans cette diapo que vous voyez là, eh bien, ce qui est proposé, c'est un parcours vraiment qui s'appuie sur un discours, je dirais plutôt anthropologique. Alors, j'ai indiqué anthropologie sociale et culturelle, mais je dirais que ça peut être anthropologie philosophique. Les collections et les œuvres d'art se côtoient sans aucune contrainte d'espace et de temps. Et en fait, ce que vous voyez ici, donc vous voyez le penseur dans sa dimension originelle, hein, puisque c'est un petit modèle hein, qui avait été créé par Rodin lors de la réalisation de son œuvre de la Porte de l'Enfer, qui renvoie aussi à l'œuvre de Dante de la Divine Comédie, où effectivement le narrateur effectue un parcours, en fait, un voyage, et c'est un petit peu ce qui est proposé ici. Donc en fait, vous voyez ici le penseur qui se trouve face à un mur, hein, donc un accrochage assez libre, où vous pouvez voir donc différentes pièces de nos collections
des peintures 19e qui représentent notamment les paysages chinnonnais, le paysage de bocage, cette zone de confluence que je vous ai évoquée, qui est complétée par des acquisitions récentes de photographies, des photographies de Bernard Descamps, où vous pouvez voir en fait un paysage africain, où vous découvrez également un paysage imaginé par Max Ernst. Enfin, en fait, finalement, ce penseur, face à toutes ces matérialisations de territoire, donne à chacun eh bien, la possibilité de se projeter, en fait. Est-ce qu'il est possible? Oui, merci. Donc, en fait, j'ai matérialisé ici, donc vous voyez le titre Faire-Monde, vous pouvez voir juste dessous, il y a un ensemble de petits symboles qui matérialisent les différentes parties qui seront développées dans le parcours. Et en fait, au tout début, eh bien, vous voyez, il y a assez peu d'œuvres. C'est un parcours qui est assez épuré pour justement favoriser la mise en relation des collections par le visiteur. Et il s'avère que... non, vous pouvez rester sur celle d'avant, pardon. Excusez-moi, merci. Vous pouvez voir ici, en fait, 3 pièces qui sont fondamentales. Donc, on voit le penseur de dos. Sur la droite, vous devinez des petites boîtes à pharmacie qui contenaient, en fait, des plantes donc, issues de nos collections, qui symbolisent, en fait, le monde végétal. Et à droite, vous voyez donc Grande Grenouille de Max Ernst, donc, qui a été réalisée donc, dans l'atelier de l'artiste, non loin du musée. Ces 3 en fait, collection, finalement, renvoie symboliquement au monde animal, au monde végétal. Le monde minéral est également présenté et le penseur se trouve au milieu. Notre travail vient aussi, s'inspire de la pensée d'un anthropologue, Philippe Descola, qui parle en fait qui distingue en fait différentes typologies de rapport au monde, qu'il appelle des mondiations. Et en fait, c'est ce qui va nous intéresser en fait dans cette approche et dans le traitement en fait proposé des collections. C'est-à-dire que on y évoque dans les textes de Simèse et dans les cartels détaillés différentes approches. En fait, notre approche à nous est naturaliste et elle va imprégner en fait finalement tout le parcours. Il évoque aussi un rapport au monde qui serait plus animiste, où là, on considère que les animaux ont une âme. Et l'idée, c'est finalement, dans ce parcours, d'évoquer les différents rapports au monde possibles et le différent statut en fait, des collections. Ce que vous voyez ici, vous pouvez voir une coiffe Yoruba, et ce qui nous intéressait, c'était de montrer justement les différents sens qu'elle pouvait avoir en fonction du regard qui était porté sur cette pièce-là, puisque elle est un instrument de pouvoir, elle permet de rentrer en contact avec les ancêtres dans son pays d'origine, mais il est vrai que pour nous, ce type d'objet est davantage considéré comme un objet purement esthétique. Vous pouvez avancer. Ici, et dans de nombreuses vitrines, nous avons souhaité mettre différentes collections en fait en relation afin d'interroger le visiteur sur la signification qu'elles pouvaient recouvrir. En fait, nous disposons dans nos collections d'un petit objet que vous voyez juste dessous, donc le pendentif en argent, où vous voyez une femme. Donc c'est un pendentif de la période romaine, pendentif en argent avec une bélière au dos. Vous voyez une femme qui fait un signe de silence et qui, au dos, met une main sur ses fesses. Voilà, c'est un objet un petit peu drôle et aussi intriguant, et qu'on a souhaité mettre en relation avec d'autres objets de la collection. Complètement à gauche, vous pouvez voir en fait un personnage donc, qui est Horus enfant, Arsontus, puis Harpocrate juste à côté. Et donc l'idée, c'était d'interroger la continuité et la rupture de ce type de représentation silencieuse. Et si cette petite amulette renvoie très certainement à Angérona, la mettre en relation avec cette figure d'Arsontus était intéressante, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il ne fait pas un geste de silence, mais qu'il a tout simplement un doigt dans la bouche, qui est un geste très enfantin. Et que finalement, lorsque les
les Grecs vont envahir en fait l'Égypte, eh bien, ils vont faussement interpréter ce geste enfantin comme un geste de silence, dans la mesure où les enfants ne pouvaient pas s'exprimer avant l'âge de 17 ans. Donc voilà, en fait, cette mise en relation, elle permet de questionner, d'interroger aussi le visiteur sur le sens d'une pièce et l'évolution de sa signification. Donc là, vous voyez qu'on change de couleur, hein, nous sommes dans la couleur marron et en fait, il est question de l'anthropologie de l'espace, de la façon d'habiter en fait, les lieux et là, nous avons souhaité, sur le mur du fond, vous voyez un accrochage d'éléments, lapidaires, laisser une place en fait à l'importance de l'édification en fait dans l'histoire humaine et au travers du statut, symbolique de la colonne. Donc, la colonne qu'on retrouve dans de nombreuses civilisations, avec bien sûr au niveau de son chapiteau une iconographie toute particulière. C'est là que l'ouvrage de Philippe Descola était vraiment très intéressant, au-delà du visible. Juste à côté, vous voyez dans la diapo juste à côté, pardon, une colonne qui est en bois. Et l'idée, c'était de matérialiser en fait le rapport en fait de la colonne avec l'arbre, de ce lien en fait entre le haut et le bas, et d'avoir une approche un petit peu symbolique aussi d'un objet de collection. Donc là, c'est une œuvre d'art d'une artiste écoféministe qui s'appelle Dominique Bailly. Dans la continuité, nous interrogeons sur le fait donc d'habiter un lieu, de construire une maison et de définir un espace. Et ce qui va nous intéresser dans cette partie-là, c'est de s'interroger sur la notion de frontière entre un espace intérieur et un espace extérieur, et s'interroger également sur la notion de seuil et de protection en fait de cet espace-là. On peut voir en fait bon, on le voit assez mal, mais un ensemble d'objets en fait qui vont servir de protection de l'habitat. Donc on reconnaît le fer à cheval, on a une couronne de Saint-Jean, des objets plutôt du territoire, avec des objets effectivement plutôt extra-européens, comme des coupes d'incantation araméennes qu'on aperçoit en fait dans la vitrine au premier plan, qui étaient enterrées sous le seuil en fait des maisons, de façon à conjurer Lilith, donc, que l'on voit représenter pieds et mains liés, de façon à apporter la protection de la maison et également la protection de la famille. Et on a un petit objet qui est intéressant, j'en parle juste à côté, mais pour insister sur la notion polysémique d'un objet. C'est une petite hache polie qui a un usage tout à fait utilitaire, mais qui était utilisée aussi dans la protection de la maison, intégrées dans les murs, et on appelait ça des céronies. On les considérait comme des pierres en fait qui seraient tombées du ciel. Vous pouvez voir également. Ah, pardon. Gilles, excusez-moi. Pas de En souci. fait, je crois qu'il vous reste encore 7 diapositives et une minute. Oui, je vais passer très vite. Minute et demie, voilà, si vous Je vais voulez, passer assez vite. Oui, Voilà, merci. je vais passer assez vite. Du coup, on poursuit, donc vous voyez, nouvelle couleur, nouveau logo qui permet quand même aux visiteurs de savoir un petit peu où est-ce qu'ils se trouvent dans ce parcours de vie. Il s'agit de la rubrique qui s'appelle Vivre ensemble, matérialisée par une table en son centre, avec une multitude de collections très diverses. On peut voir donc un verre à boire 19e à côté d'un shawan de l'époque Edo. On a un ensemble de cuillères allant du néolithique jusqu'à la période romaine et allant jusqu'à la période du 19e siècle. Ici est abordée la question en fait des rites de passage et de l'appartenance à un groupe social. Et vous pouvez voir en premier plan en fait la mise vous pouvez voir donc une toupie en fait juste donc, ce sont des objets en fait qui appartiennent au monde de l'enfance avec un ensemble d'objets juste derrière, un hochet
objet de la période gallo-romaine, puis un autre de la période du 19e siècle. Et puis on a les Playmobil, en fait. Donc l'idée d'intégrer des collections vraiment très, très contemporaines qui permettent en tout cas à notre jeune public de mieux se projeter et finalement de faire des liens entre les jouets qu'ils mobilisent et ceux que pouvaient mobiliser les enfants il y a très longtemps ou des enfants issus d'autres populations. Il y a notamment un petit kayak en peau de phoque. Voilà, donc l'idée, c'est que tout le monde participe finalement à l'histoire du musée. D'où cette galerie de portraits avec toujours des miroirs qui permettent justement, qui ont un rôle symbolique, qui permettent d'apprécier justement aussi le côté double et du portrait et de toutes les collections finalement que nous présentons. Ici, est abordée la question de la production. Et en fait, ce que je souhaitais dire qui est quand même important, c'est que dans ce parcours, il n'y a aucunement une idée de progrès. C'est-à-dire que l'idée de la production en série est abordée et à la période du néolithique au travers le débitage de l'âme, et à la période romaine et à la période moderne. Alors je ne sais pas si vous apercevez dans la vitrine, vous pouvez voir donc une évocation des temps modernes sur la gauche, des petites amphorettes romaines en bas à gauche, et en haut à droite des bouteilles de coca. Toujours les œuvres d'art contemporaines qui viennent questionner en fait le propos. Excusez-moi. Juste avant, oui, si vous pouvez reculer. Donc avec l'idée de la transmission, en fait, donc c'est un artiste contemporain qui questionne en fait la transmission du casse-tête en fait kanak, et on assiste en fait au travers de cette œuvre à la déperdition finalement de l'objet et à la question de la déperdition en fait de la transmission. Voilà, donc là, on termine en fait, sur, donc ce parcours, où je souhaitais aussi insister sur l'accrochage en fait. Donc, toutes les pièces ont été soclées, d'une façon, très particulière, qu'elles soient œuvres d'art ou non, heu, de façon à avoir une équité dans l'appréhension des différentes pièces de collection, qui sont présentées. Ici, eh bien, il est question du questionnement par rapport à la finitude. On peut voir, un tableau de Dürer, le Triomphe de la mort, qui est encadré par un cadran solaire et un globe, de façon à mieux interpeller le visiteur et à donner encore plus sens en fait à cette pièce. Et puis tout un tas de dieux et déesses qui renvoient à tous ces mondes imaginaires que l'on se crée et du coup à la place en fait qu'occupent les hommes et les femmes et tout un chacun par rapport à cette problématique. Voilà un petit clin d'œil sur la suite, puisque ce que je viens de vous présenter, en fait, est uniquement une partie, du parcours de référence qui se continuera, en fait, à l'extérieur, dans cet espace bocager, dont je vous ai fait part, en tout début d'intervention. Il s'agira, d'un parcours, sensible, intégrant également des œuvres d'art et où finalement, les éléments végétaux, les éléments, constitutifs de ce paysage, eh bien, seront appréhendés, sous, l'aspect de collection, vivante, afin d'avoir une approche aussi transversale de différentes typologies de collections. Je pense que j'ai dépassé mon temps là, peut-être? Très Voilà, c'est fini. Oui, je vais juste Il finir reste parce que encore une. oui, juste la dernière, très rapidement parce que, Bénédicte m'avait demandé en fait, d'évoquer assez rapidement la réception en fait de ce parcours, parce que c'est quand même un parcours assez déroutant, au premier abord, hein, pour le visiteur, mais qui finalement, est plutôt, grandement apprécié. J'ai pas, tout présenté, mais il y a effectivement un parcours famille, hein, qui permet aussi, d'appréhender, un petit peu mieux ce parcours et qui va solliciter aussi, les 5 sens, et c'est un musée aussi collaboratif puisque dans chacune des sections, eh bien le visiteur est amené à donner son avis. Par exemple, quel est ton habitat idéal? Quel est ton idéal de vie en société? Et cetera, et l'idée, c'est de relayer en fait tout ça via les réseaux sociaux pour continuer en fait à questionner et pour que nous, on puisse aussi, avancer dans notre réflexion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Angèle, pour cette présentation vraiment
intéressantes. Nous allons maintenant donner la parole à Susana Gallego-Cuesta pour l'exposé L'art élargi au Musée des Beaux-Arts de Nantes, de Nancy, qu'elle dirige depuis 2019. Donc Susana Gallego-Cuesta a été formée à l'École normale supérieure et à l'École du Louvre. Elle est docteure en littérature comparée. Elle a travaillé donc dans le cadre de sa thèse sur l'informe à la Renaissance. Et dans son expérience en musée, elle a été aussi en charge des expositions et de la collection photographique au Petit Palais. Aujourd'hui, donc, au Musée des Beaux-Arts de Nancy, elle souhaite aborder les mises en relation entre l'art contemporain, l'art urbain, mais aussi le spectacle vivant en lien avec les beaux-arts anciens. Et elle questionne même, finalement, quelque part, la définition même du musée. Susana, c'est à vous. Rien que ça. Bonjour tout le monde. Et je n'aurai pas de jolies images à vous montrer. Je vais essayer d'aller tambour battant pour que vous puissiez vous mettre dans la suite de la conversation. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation, parce que c'est vrai que Connecter décloisonné, c'est le programme de la journée. Ben, juste le simple fait de vous entendre et de se parler, c'est déjà assez connectant et assez décloisonnant. Quand Anne et Magdalena m'ont parlé de la question de la transversalité, moi, je m'interrogeais un peu parce que ce n'est pas forcément un terme que je vais utiliser. Ce n'est pas comme ça que je pense les choses. C'est plutôt cette notion de décloisonnement ou en tout cas de déconstruction du canon, comme dirait Abigail Solomon-Godot, qui, moi, me porte. Mais justement, le fait de sortir ce mot et d'essayer de comprendre ce qu'il pourrait vouloir dire m'a pas mal aidé, en tout cas, à refaire un peu retour sur ces 5 années que je viens de passer déjà à Nancy. Je voulais vous parler de comment on expose l'art élargi, déjà en faisant un petit point sur qu'est-ce que c'est que cette histoire d'art élargi. Elle n'est pas de moi, bien sûr, vous vous en doutez. Je l'ai piquée au cinéma, au Expanded Cinema des années 60, mais aussi à Joseph Beuys. Hein, pour le coup, c'est assez facile à retrouver. L'idée on part de ce constat historique, l'art est pluridisciplinaire, intermédial, au moins depuis le début du XXe siècle, mais aussi qu'il est dans un environnement social, c'est la notion de sculpture sociale beuys-ienne qui m'intéressait, qu'il est dans un environnement social qu'il faudrait prendre au mot, notamment pour voir quel est le rôle citoyen des institutions et leur responsabilité historique et sociale, ce qui est dit dans le contexte d'entre-deux tours par une Espagnole qui angoisse et qui vous prie de bien voter, s'il vous plaît, messieurs les collègues, à votre âme et conscience. Hein. C'est un peu grinçant ces jours-ci, mais bon, voilà. Donc, quelle est la responsabilité sociale de nos institutions? Et puis surtout, comment faire pour mettre ça dans un musée de beaux-arts? Comment on glisse de cette notion académique vers une notion d'anthropologie culturelle dont parlait à l'instant Angèle. Qu'est-ce que les beaux-arts, il n'y a pas plus vieux que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette machine? Est-ce qu'il faut en faire quelque chose? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas la fermer tout simplement et passer à autre chose? Je suis partie du principe que non, pas tout de suite en tout cas, et que le projet conçu pour Nancy, qui est un peu au long cours, puisque je m'imagine on commence à en voir les fruits maintenant, mais quelque chose comme 7-10 ans, c'est un peu les maturations biologiques auxquelles je crois beaucoup. Donc déjà, comment faire pour glisser de l'un à l'autre? Déjà, le bon vieux mantra de partir des collections, revenir aux collections, ça tient debout à tous les étages, mais dans un mouvement un peu par étage. Déjà, prendre en compte l'hétérogénéité pour ensuite être capable de mettre à disposition et enfin arriver à l'interrogation. Et c'est un peu comme ça que je vais vous causer de la boutique. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de prendre en compte l'hétérogénéité? Il y a 5 ans, quand je suis arrivée, on a commencé par interroger les statuts des collections. Par un principe tout simple, tous les dépôts au mur. Déjà, voir à qui appartient quoi, faire un peu le ménage dans la maison, pour clarifier la situation des objets, et notamment la situation des objets de Jean Prouvé, qui était le point litigieux numéro 1 à Nancy. Le but étant de construire une politique d'acquisition claire, parce que comment enrichir des collections, déjà quand on est pauvre, pécuniairement, pas du tout spirituellement, comment enrichir des collections quand on n'a pas forcément des fonds extensibles, et puis surtout, comment travailler ça avec des statuts d'objets un peu flous. Donc, une fois qu'on a mis au propre un peu tout ça pour savoir qui était quoi, qui était un dépôt, qui était une donation, qui était un legs, qui n'était pas tout à fait ça, on a pu se lancer dans un travail sur la longue durée
notamment pour négocier dans les meilleurs termes les acquisitions qui nous coûtent des sous, et surtout pour travailler avec les collectionneurs et collectionneuses, d'où le développement d'un certain nombre de donations et de dépôts pour Jean Prouvé, bien sûr, mais aussi d'autres musées en travaux, comme ce que nous opérons cet été avec le musée d'Épinal, qui nous dépose 10 œuvres, et aussi avec la Fondation Gandur, qui, elle, est une fondation privée qui va déposer, avant de créer son beau musée, qui va déposer un certain nombre de choses en France, avec les artistes aussi. Donc, une fois qu'on sait qui est quoi, qui sort d'où et qui va où, on peut ramener de la mixité des statuts. Pourquoi faire ça ? C'est pas parce qu'on est toujours jaloux des collections des autres, c'est plutôt que je trouve que la mixité des statuts des objets permet de désacraliser un peu l'idée de propriété, l'idée de trésor sur laquelle on serait assis, et l'idée de fixité des collections. Non pas que je considère qu'il faut les envoyer se promener toutes ailleurs et que la meilleure collection est la collection à venir, c'est pas forcément ça, mais c'est cette idée que la notion même de propriété et de propriété collective s'enrichit si on clarifie et qu'on mixe toutes ces manières d'être des objets. Toujours dans cette idée d'hétérogénéité des statuts, certes, mais aussi l'hétérogénéité physique des collections, puisqu'il a fallu l'affronter pendant longtemps. Donc, ça s'appelle un musée de beaux-arts, le musée de Nancy, mais ce n'est pas du tout un musée de beaux-arts. C'est un musée de beaux-arts, certes, mais c'est aussi un musée de design et d'art décoratif, avec une collection Prouvé dont je vous parlais, mais aussi une collection Verrières importante. C'est aussi un musée d'art contemporain. C'est aussi un musée de dessin et d'estampes. Donc, pour mettre tout ça en valeur ensemble, sans que personne ne souffre de la starification du voisin, il fallait quand même se prendre le taureau par les cornes. Donc, on a commencé dès 2019 par la refonte des collections Verrières, qui a amené ensuite une exposition, qui a amené des donations, qui a amené une publication qui va sortir à la fin de l'année, et à nouveau de nouveaux dépôts. Donc, on part des collections, on revient en collection, comme d'habitude, la circularité, l'économie circulaire dans laquelle on essaye de s'inscrire. C'est aussi le travail qu'on mène pour l'éprouver. Donc, Victor, papa, Jean, Henri, frérot, Claude, Simone, fille et fils, dans l'idée de travailler la pluralité aussi de cette famille très importante pour l'art du XXe siècle, mais en particulier pour Nancy. Et donc, comment ça se passe, ça ? L'hétérogénéité à bloc, puisque là, on vient d'installer une maison Prouvé dans le jardin du musée qui est un dépôt d'un collectionneur privé, avec l'objectif de retravailler le statut de la maison de Jean que nous avons dans la collection et qui, pour l'instant, n'est pas dans une exploitation optimale, pour ensuite s'occuper des collections qui sont au musée avec l'intention de mettre en avant cette collection qui a souffert de son étiolement depuis 2012 pour essayer de la remettre un peu devant les yeux de tout le monde. Pourquoi donc cette histoire d'hétérogénéité, je voulais commencer par là parce qu'une ancienne directrice de la boutique disait que la collection avait beaucoup de trous dans la raquette. Moi, je suis arrivée, ça m'énervait un peu comme remarque parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises et j'ai fini par dire on ne joue pas au tennis ici. Donc, c'était ma manière un peu boutade de dire peut-être que le simple fait de réfléchir en termes de beaux-arts et en termes de canon, ça nous empêche de penser. Donc, oui, c'est le bordel et quand bien même, c'est une très bonne nouvelle puisque ça permet d'avancer. Et ça permet d'avancer justement vers la question de la mise à disposition des collections, puisque c'est ouvrir le plus largement possible. La transversalité, c'est peut-être ça aussi. Et donc, s'occuper d'art urbain, puisque je m'en occupe depuis mon arrivée, ça faisait partie aussi du projet scientifique pour la maison. Je m'occupe d'art urbain parce qu'il s'agit d'ouvrir, donc dans cette idée d'hétérogénéité au maximum, ouvrir le musée à ce qui n'est pas le musée, c'est-à-dire l'espace public, avec l'idée de prendre aussi au sérieux cet autre art contemporain et les cultures urbaines. On travaille tout ça via les rencontres urbaines de Nancy, RUN, de son joli nom pas du tout français, sur un temps de festival au printemps, mais aussi toute l'année, avec ce que cela peut modifier du rapport du musée à la ville, de la place du musée dans l'espace citoyen. Ça nous tient vraiment beaucoup à cœur, entre autres parce que le projet d'art dans l'espace public ADN, Art dans Nancy, un autre acronyme, pas de mon fait celui-là, je m'en excuse, la collection ADN est devenue une collection hors les murs du musée. C'est-à-dire avec un statut, ce n'est pas une collection musée de France puisque c'est de l'éphémère et que du coup ça poserait beaucoup trop de
problèmes intellectuels que de réussir à la faire rentrer dans nos clous. Mais en tout cas, ça nous permet de nous frotter à un statut d'objet et à une existence d'objets très différentes par la gestion, la programmation, la protection de ces objets dans l'espace public, qui font avancer aussi la réflexion et la relation avec les vivants, que ce soit les citoyens, les citoyennes ou les artistes avec lesquels on travaille. Dans l'idée de la mise à disposition et de l'ouverture, il y a aussi l'idée de queeriser l'art. J'emprunte l'expression à Jean-Claude Moineau, que j'aime beaucoup. C'est l'idée de travailler tout ça avec un prisme féministe, de travailler les rapports entre les œuvres et le discours sur l'art et les objets que nous tenons avec cette idée-là. La question des corps, quels qu'ils soient, de la violence, de la domination, de comment se construisent les discours hégémoniques aussi. C'était un peu ce que disait tout à l'heure Alice avec les cartels, cette question de quel discours hégémonique nous devons débunker, en faisant comme on peut d'ailleurs. Ça passe par un travail notamment sur les collections anciennes, puisque je vous parlais de ce dépôt du MUDAC d'Épinal, qui arrive là la semaine prochaine. On travaille sur les collections 17e, et notamment sur la manière de rendre lisible la construction de la mise au pas des corps divergents. On passe tout ça, c'est fait pour que vous veniez à Nancy. Je vous fais du teasing pour que vous veniez voir en vrai comment on passe de la femme qui chevauche, la femme guerrière, Madame de Saint-Balmont, à la femme qui se fait chevaucher, toute distance gardée. Suzanne et les vieillards, un très beau tableau de Pio là, que nous prête le MUDAC. Donc, venez voir, vous comprendrez in situ. Ça passe aussi, la question de la mise à disposition de la queerisation du musée, ça passe aussi par, bien sûr, de la programmation, de la médiation. Nous travaillons notamment avec le festival local féministes vivent, à des visites, on travaille aussi à des visites orientées, à des soirées poétiques, politiques, à l'accueil d'événements avec les associations LGBTQIA+, dans quelque chose d'assez commun dans nos maisons maintenant, avec l'idée toujours que ces gestes plus ou moins subtils, plus ou moins discrets, doivent laisser une trace. Je vous le disais, ça part des collections, ça revient en collection. La trace que nous essayons de garder de cette mise à disposition, c'est notamment notre petit webzine Verso, qui est sorti il y a quelques mois. Le travail que nous faisons d'archives orales pour les rencontres urbaines de Nancy, qui sont lisibles aussi sur notre site, les RUN, pour garder ces contenus critiques autres que de l'histoire de l'art à disposition autant que faire se peut. Et pourquoi on fait tout ça ? Eh bien, c'est justement pour en arriver à la remise en circulation d'une pensée critique, en tout cas essayer de contribuer à l'interrogation à portée de tous et de toutes sur l'histoire de l'art, sur l'histoire culturelle, sur l'art d'aujourd'hui, sur la manière de faire culture aussi, et quels sont les outils finaux que nous essayons de mettre en place aujourd'hui pour cette interrogation. Déjà, c'est un travail de la forme éphémère. Donc, le spectacle vivant, là, joue un rôle important, notamment pour apporter d'autres discours par le corps. Et là, j'embête tout le monde depuis que je suis à Nancy en disant que mon rêve, c'est que les gens puissent venir faire la sieste au musée. Je ne suis pas espagnole pour rien. Et je repensais à la phrase du grand soulagement que vous connaissez peut-être, remplacer le capitalisme par une bonne sieste. Ça me paraît être un programme électoral très, très important. Entre autres parce que yoga, sophrologie, bien-être dans le musée Le Caire, dont parlait Angèle tout à l'heure, sont des éléments essentiels pour remettre le corps en présence de notre institution, le corps, l'émotion, le ressenti, lui redonner une place qu'il n'a pas depuis un moment, justement pour pouvoir rentrer dans l'interrogation autre que intellectuelle et culturellement validée par le parcours scolaire. D'où le fait que travailler avec des personnes présentant des troubles du spectre autistique ou travailler avec des SDF, c'est très important pour nous. Parce que ça interroge les collections, ça amène d'autres individualités devant les œuvres. Et bien sûr, ça passe aussi par la question de la mise en place d'une boîte noire, comme j'aime à l'appeler. C'est notre espace appelé Récits des coloniaux, dans lequel nous présentons par des accrochages d'un an, depuis 3 ans déjà, des interrogations sur ce que c'est que le musée,
Donc, on travaille tous les 3 musées municipaux ensemble, le musée Lorrain, le musée des Beaux-Arts et le musée de l'École de Nancy, à construire une méditation sur les collections qui a commencé par l'interrogation sur la guerre d'Algérie, qui a suivi par la question de Nancy est-il antisémite et si oui, depuis quand? Et aujourd'hui, avec l'inauguration la semaine dernière de faut-il brûler les musées? Ça vient d'ouvrir le 28 juin dernier, sur la constitution violente de nos collections à l'époque révolutionnaire. Donc, cette boîte noire est sise au cœur des collections et ça nous permet de véhiculer des questions complexes à partir de nos collections que les gens reçoivent ou ne reçoivent pas, perçoivent ou ne perçoivent pas comme étant des questionnements un peu décoiffants. En tout cas, nous, ça nous apporte, nous, l'équipe de conservation, de médiation, l'équipe technique, ça nous apporte un élan très salutaire en ces temps troublés, comme l'expression consacrée le dit, pour pouvoir aussi remettre sans cesse le métier à l'ouvrage, parce que c'est justement pour ça qu'on est là, pour essayer d'ouvrir les choses, avec cette phrase de Walter Benjamin qui a présidé aux réflexions des derniers temps, où il dit « Il n'est aucun document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie ». Et pour conclure, je m'arrêterai là sur cette idée que nous travaillons à redéfinir la fonction du musée au sein de la société civile, un peu comme vous tous et vous toutes, mais en ayant cette cruelle conscience de notre impuissance relative, j'espère, et surtout de notre responsabilité dans une culture de la violence. Mais en ayant aussi l'espoir que partager la parole peut contribuer à construire du commun, ou en tout cas, c'est ce qu'on espère pouvoir travailler. Merci de votre attention. Susanna, pour une question. Moi, j'avais une question pour Annabelle, Athénèse. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir la galerie du temps revue, revisitée? Sans plus trop tarder, vers la fin de l'année. D'accord. Fin d'année, super. Et tu n'as pas dévoilé complètement ce que tu allais repenser? Alors, on a dévoilé une quinzaine d'œuvres, mais c'est vrai qu'on a gardé quelques surprises, hein, aussi pour le jour de l'ouverture. En tout cas, dans la sélection des œuvres, qui est vraiment une sélection collective, hein, puisque c'est un travail conjoint, ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce partage des collections, et ça j'ai oublié de le dire, c'est d'avoir aussi bien des œuvres, hein, comme était souligné tout à l'heure, qui sont un peu icônes, en tout cas très connues, mais aussi de relire l'histoire de l'art et d'arriver à ce que les deux coexistent. Donc ça, c'est aussi un point qui a été important dans le travail. Est-ce que tu vas garder est-ce que vous allez garder la photographie de Pascal Convert au départ et le Napoléon à la fin du parcours? Alors, comme on change tout, ni l'un ni l'autre. D'accord. Merci. Voilà. Mais tu poses des questions qui sont très justes parce que c'est des questions que je vois déjà bien avant mon arrivée. Hein, les équipes se sont posées. Hein. C'est comment on débute la Galerie du Temps et comment on termine la Galerie du Temps, puisqu'il n'est pas si évident de se dire quel serait le début de l'art et quel serait, alors moi je dis pas la fin de l'art, mais l'ouverture vers la suite de l'art. Donc ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées, et en termes de choix d'œuvres et en termes aussi d'accrochage d'œuvres. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées, hein, puisque on suit quelque chose de chronologique, mais le principe, et ça c'est très beau, des murs latéraux et des reflets, c'est comme ça que moi je le conçois aussi, dit à mon avis, au-delà de la beauté, que sémantiquement, il y a plusieurs lectures des œuvres, mais aussi qu'il y a d'autres prolongements. Donc cette question de comment, moi je dis beaucoup, comment on ouvre des points de croisement. Puisqu'évidemment, on sait aussi que dans et je crois qu'on l'a toutes souligné, hein, que dans qu'une collection permanente, hein, qui est quand même une forme d'exhaustivité d'une collection, en fait, on dit certaines choses, mais pas tout. C'est aussi des choix et aussi comment on offre, malgré les choix qu'on fait, aussi des points d'ouverture vers autre chose, pour dire aussi justement que cette collection, elle n'est jamais, et cette présentation, elle n'est jamais définitive en fait.
Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important à laisser, hein. C'est une part de se dire, on peut continuer d'écrire toutes ces histoires. Et donc, comment est-ce qu'on laisse cette impression de continuité d'écriture tout en écrivant quelque chose qui offre aussi des pistes? Merci. Alors, une autre question pour vous, Annabelle, de la part de notre collègue Stéphanie Brouillet. Comment vous gérez dans le parcours permanent l'absence de certaines civilisations qui ne sont pas présentes au Louvre, comme l'Extrême-Orient ou les Antiquités nationales? C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est aussi pour ça, quand je parlais d'actualisation des collections, c'est une vraie question parce que, en fait, quand on a une collection, elle est le reflet d'une histoire à un moment donné. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment, pour ceux qui n'auraient pas, enfin, on peut le regarder en replay, mais aussi on peut lire son livre. Je trouve que le travail que Pierre Singaravello a fait sur les Louvres du 19e siècle par rapport à ça est très intéressant. Parce que dans les Louvres du 19e siècle, il explique bien qu'en fait, certaines civilisations, certains domaines, comme y compris ce qui est aujourd'hui le musée de la Marine, étaient présents au Louvre. Et qu'au fur et à mesure, ils sont devenus des champs tellement importants qu'ils ont des réflexions et des musées autonomes. Et donc, les collections du Louvre, aujourd'hui, sont évidemment, on le dit souvent, le reflet des collections nationales, mais aussi le reflet de la construction d'autres musées. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ces éléments-là? C'est notamment, il faudra aussi les découvrir en fin d'année, c'est les points de croisement. Et à quel moment on fait ces points de croisement? Ma prédécessrice avait déjà, notamment, j'ai oublié de le citer, mais dans l'actuelle galerie, il y a des œuvres du Quai Branly et il y a justement aussi des œuvres il y a aussi une ou deux œuvres venant du Musée d'archéologie nationale. C'est bien sûr aussi des discussions qu'on a eues avec nos collègues. Et ce qui est intéressant aussi, hein, quand on regarde, c'est que, oui, c'est vrai que par exemple pour l'Antiquité, c'était très étonnant, mais la partie absente, c'est l'archéologie nationale. C'est aussi c'est ce jeu de l'histoire, hein. Mais comment est-ce qu'on explique ce jeu de l'histoire tout en ouvrant vers autre chose? C'est un des défis, bien sûr, de la Galerie du Temps. Merci. Alors, nous allons prendre la dernière question. Donc, c'est celle de Julie Corteville. Elle est adressée à Susanna. Comment réagissent les habitants de Nancy pour une exposition comme Nancy est-il antisémite? Et comment ont réagi vos élus? Merci. J'étais en train d'écrire longuement, mais voilà, la réponse orale sera plus simple. Le titre de l'exposition, c'était René Vienner, juif, lorrain et moderne. Et donc, elle a été, cette exposition, à partir d'un personnage qui a été un personnage assez essentiel dans la construction d'une mémoire de l'antisémitisme à Nancy. Parce que le projet était parti d'une question posée par les communautés juives sur Nancy est antisémite, assertion. Et nous, on disait, faut voir, quoi. Parce qu'on travaille entre autres à un projet pour une place des justes et un certain nombre de choses complexes. Et donc, on a été chercher dans les collections pour répondre de manière étayée à cette question. Donc, les deux communautés juives étaient plus que ravies de voir la question traitée en noir et blanc, en couleur, en stéréo même. La bourgeoisie plus conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire, ideste, la plupart des responsables, la plupart des propriétaires des collections de la Société d'histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain, pour celles et ceux qui connaissent, nous ont accueillis avec un silence assourdissant. Donc, on s'attendait à avoir un pugilat, mais non. Non, pas du tout. Et du coup, les élus se sont laissés porter par cette ambiance de studieuse réflexion, puisque bien sûr, on a accompagné le projet de conférences et pas de personnalité moindre. Jacques Semelin est venu parler, Stora aussi. Donc, en fait, c'est assez curieux parce qu'à chaque fois, nous, on balance un pavé dans la mare en se disant c'est bon, ça va prendre feu. Et non. Donc, c'est comme faut-il brûler les musées? On se disait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Parler de brûler des trucs en ce moment, c'est pas une très bonne idée. C'est la province, c'est la magie de la province. On passe sous les radars de la presse parisienne. Donc, on est tranquille, on peut poser des questions un peu intenses. Bon, merci Susanna et merci à toutes les trois.